problème et nous avons un problème de taille. Nous savons toujours pas qui va faire quoi pour Push Start 8. Alors je pense que le mieux c'est que je distribue, hein, c'est plus pratique que le libre arbitre, puis après, bon, à la fin de l'année, l'épisode est terminé. Alors, j'ai décidé, ce sera très simple. Neil, toi tu t'occupes de la version 360 de GTA 4, tu nous fournis des images, frais comparatifs PlayStation 3. Pas de problème. Ok. Tu joues à Viva Pignata là? Ouais. Tu t'occupes de montrer ton jardin, Pas de problème. tous les trucs sexuels que tu fais avec tes pignatas, je m'en fous un peu. Moi de mon côté, je vais faire un peu tout ce qu'il y a de sérieux quoi. Et toi, Gun Red Dead Revolver sur Xbox, Sega Bass Fishing sur Wii, donc je pense qu'on peut compter sur toi pour faire le plus gros quoi. Voilà. Je sais pas, hein, ça saoule, hein, tout truc, à chaque fois console, moi j'en ai marre. Hein. On avait dit qu'on ferait un truc PC et Orange Box c'est T'es censé faire Diablo depuis 2 ans? Ouais mais quoi, et alors Diablo non, l'Orange Box ça, c'est un truc récent, hein, ça saoule. Mais il est sorti de 360. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, moi je veux parler, allez j'ai envie de faire un peu de PC, pas de console, ouais, tu vas jouer à FPS sur console, c'est super. Ouais. Bah ouais, moi je me casse, c'est de la merde, moi, on s'est jamais parlé. Salutations, c'est Arthur Masmeran pour www.push-start.be et je me permets de vous souhaiter la bienvenue pour le 8e épisode et donc dernier épisode de la seconde saison de Push Start. Nous sommes ici face à un cas clinique. C'est grosso modo un jeu d'action-aventure, plus particulièrement un beat'em up en 3D. Il est signé par un studio, qui est un studio qui appartient à Sony Computer Entertainment, le studio de Santa Monica, qui n'est évidemment pas le studio sur lequel on tournait les séries Santa Belgica, ça n'a aucun sens. Toujours est-il que c'est un beat'em up où l'on joue un chauve qui s'appelle Kratos, qui se trouve être au service d'Arès, le dieu de la guerre, et tout ça parce qu'il a fait un pacte avec lui en voulant sauver sa peau de méchants barbares qui allaient le tuer, et que malheureusement il a été divinement manipulé par ce dieu de la guerre qui fait de lui ce qu'il veut. C'est aussi le jeu de David Jaffe, c'est même le meilleur jeu de David Jaffe. David Jaffe est donc David Jaffe. Vous trouvez pas que ce nom est déjà assez rigolo à prononcer comme ça? David Jaffe. C'est l'homme qui a créé les Twisted Metal. C'est le type qui a donc designé God of War. C'est aussi un mec qui a travaillé sur un jeu Mickey à l'époque. Bref, un truc génial. Magnifique. Et tout ça. Je plaisante bien entendu, même si le jeu n'était pas forcément mauvais, mais on va pas parler de Mickey. C'est donc un jeu où on a des petits morceaux de plateforme pourris entre deux combats. Et les combats sont ce qu'il y a de mieux dans le titre. Alors IGN en dit que c'est probablement le meilleur jeu de la PlayStation 2. Ça dit vraiment beaucoup de choses sur IGN finalement par rapport à la chose qui se passe, parce que finalement le meilleur jeu de la PlayStation 2 c'est soit Metal Gear Solid 2, soit Ico, soit Shadow of the Colossus. C'est pas très dur de choisir les enfants. Toujours est-il que comme petit beat'em up c'est pas mal, c'est un peu Devil May Cry-esque. C'est même vachement Devil May Cry-esque. Il y a des passages qui m'ont pas mal fait penser à Prince of Persia, juste le lien avec leur décor. Toujours est-il que le jeu n'est pas mauvais, c'est probablement pas le meilleur jeu de la PlayStation 2, mais en tout cas, comme petit jeu qu'on peut choper en Platinum pour pas cher, il est certainement excellent. Et il vaut certainement l'intégralité des 20 € qu'il peut vous coûter. Alors la raison pour laquelle j'en parle, c'est que pour un jeu, un beat'em up à la con, finalement, en tunique en plus, vu que c'est un jeu qui se passe soi-disant dans la Grèce antique et non pas dans la Grèce antique. Comment je la recycle cette vanne, excusez-moi. Toujours est-il qu'il y a des séquences qui sont particulièrement plaisantes, comme par exemple celle-ci où on est censé sauver sa femme et son enfant de méchants monstres qui vous ressemblent. Voilà. On se défend, on se bat, on tue du chauve qui vous ressemble beaucoup. De temps en temps, il y a un de ces chauves qui essaye de vous violer. Et ça m'a fait toujours penser que, vu que Kratos est un guerrier Sparte, on peut dire qu'il y a une espèce de touche Sparte dans Push Start. Hein? Et c'est un peu le God of War, donc il y a un lien avec la Belgique. Bon, ça va mal. En même temps, j'aurais pu faire une blague plus drôle avec God of War. Alors ça, il faut aimer Beckett. Enfin bon. Toujours est-il que le jeu n'est pas mauvais du tout, et il est même assez touchant avec ce moment où on peut donner une embrassade à sa famille pour lui faire du bien à sa santé. Et à la fin du jeu, je vais vous spoiler la fin, on devient le God of War. Mais vous vous êtes jamais demandé si un guerrier Sparte n'était pas un peu solitaire? Et oui. Aimez les caisses. Les caisses sont vos amis dans le jeu. Ils vous remettent de tout. Vous font gagner de l'expérience pour pouvoir customiser vos armes. Ils vous remettent de la vie quand vous vous sentez pas bien et
Elle vous donne ce réconfort tellement nécessaire quand on se sent solitaire. Oh oui, donne-moi des points de vie, poupée. Oh oui. Oh. Arthur. Qu'est-ce que il y a une bombe? Non, j'ai un mauvais pressentiment. Je suis pas tranquille. Alex sait pas nager et je crois qu'il va se noyer. Il y a la mer pas loin. Il répond pas. J'en ai un peu rien à foutre. Hein? Ça par contre, ça c'est pas bon ça, de me piquer mon masque. On est freelance, on a déjà perdu pas mal de temps, on sait pas où il en est. Dis-toi ça. Pour tout ce que j'en sais, il pourrait être mort au milieu de putain de feria. Oh garçon, prends une cigarette s'il te plaît. Non Jean-Pierre. Oh de malade, vous êtes fou quoi, raciste. Quand on m'a annoncé, enfin on me l'a pas annoncé directement, je l'ai entendu dire, hein, que Steven Spielberg allait bosser avec Electronic Arts pour faire des jeux vidéo, je pensais pas aller me retrouver avec un casse-brique au final. Enfin, le fait est que heureusement c'est un excellent casse-brique. Le jeu est frais, novateur, il est designé par Steven Spielberg, il est sorti en 2008, et il est développé par Electronic Arts Los Angeles. Et c'est très bizarre de voir un jeu comme ça arriver de chez Electronic Arts, parce que pour moi Electronic Arts c'est plus la compagnie qui perd des idées que celle qui en a de nouvelles, bizarrement. Alors vous me direz, jouer avec des blocs c'est pas particulièrement novateur, ni frais, ni nerf. Mais venons-y. C'est un jeu où on utilise la Wiimote, pour rentrer en mode interaction, interagir avec des blocs. On peut soit les tirer, les pousser, on peut taper dessus en envoyant des objets, donc en envoyant une balle ou un truc comme ça, divers types de poids lestés, on peut aussi tirer dessus, faire disparaître des objets, c'est ça le but du jeu. On joue de diverses manières selon plusieurs scénarios avec des blocs. Voilà. On joue avec des blocs. Voilà, vous avez vraiment besoin d'un jeu vidéo pour jouer avec des blocs, hein, mais voilà, on joue avec des blocs. Et c'est très amusant. J'ai perdu des heures de ma vie à bouger ces petits blocs. Ici, c'est un jeu de précision, il faut sauver les petits bébés gorilles rectangulaires qui sont placés en haut, tout en bougeant les blocs autour. De temps à autre, il y a un boom blocks, c'est un bloc qui explose. Et voilà, ici c'est un mode spécial où on doit faire des trous dans une mine et récolter de l'or en tapant dessus avec une balle pour transformer le bois en or. Je sais, me demandez pas, c'est comme ça. Le fait est qu'il y a aussi des petits scénarios qui sont assez nuls. Ça ressemble plus à un jeu pour enfants qu'autre chose. Je viens de m'en rendre compte, faut m'excuser. Et donc il y a des petites histoires qui ressemblent à des contes pour enfants dedans et c'est très bien. Scénaristiquement c'est vraiment le pire jeu de l'année, mais par rapport au gameplay pur et au plaisir qu'on y retrouve et au challenge que ça représente, le jeu est extraordinaire. C'est un jeu auquel on peut vraiment jouer des heures et des heures pour s'améliorer. C'est un jeu, je considère franchement comme excellent. Je suis pas le seul. Par contre, c'est clair que au lieu de se payer Steven Spielberg, il fallait peut-être se payer un scénariste si on voulait des œuvres cinématographiques chez Electronic Arts, parce que quand même un casse-brique, ça je m'y attendais pas. Néanmoins, le résultat est vraiment excellent, et vu qu'il ne s'en est vendu que 60 000 en Amérique le premier mois, achetez-le, comme ça quelqu'un l'aura acheté, et amusez-vous, c'est très important. Nous sommes en 2016, enfin nous sommes en 2008.
sur l'orbite terrestre de la station Omega 2016. La Terre est en ruine. Depuis près d'un siècle, des extraterrestres pillent ravagent notre belle planète. L'humanité agonise, point d'exclamation. Nous sommes en face d'un jeu finalement relativement classique et historiquement intéressant, Body Harvest, un jeu de DMA Design, la boîte qui deviendra en 2001 Rockstar North après la sortie de GTA 3. C'est un jeu qui est lead designé par John White et on y joue Adam Drake, le petit frère spirituel du futur de Nathan Drake, un soldat génétique qui doit sauver le monde en voyageant dans le temps de méchants aliens qui veulent manger des humains. C'est la première fois que les équipes de Rockstar, à l'époque DMA Design, ces gentils écossais, ont décidé de mettre en avant le concept de GTA, mais en 3D. C'est donc un jeu sorti en 98, soit 3 ans avant GTA 3, et on peut dire qu'une seule chose, ils se sont bien améliorés grâce à la puissance des technologies actuelles de la PlayStation 2 de l'époque. Avouons quand même que la cinématique de début, je la trouve foutrement bien. Mon Dieu, c'est pénible, voyager dans le temps me donne la nausée, moi aussi, un peu. En même temps, j'ai 38 de fièvre et une bronchite bactérienne, je savais même pas que ça pouvait être bactérien, ces conneries. Je dois absolument les arrêter. Alors, comme dans un GTA, on saute à l'intérieur de véhicules, on se bat contre des méchants, sauf qu'ici les méchants ne sont pas des portoricains, ou des flics, ou des noirs, ou des russes, ou des javanais, ou des aliens de l'espace. Ah si, des aliens de l'espace, si. Et on tue des gens en cette espèce de jeu qui est une espèce de repompe des Starship Troopers de Verhoeven en moins doué. Alors toujours est-il que en tant que tel, le jeu est pas si mal. Il est juste incroyablement moche. En même temps, on est sur une 64 et faire des décors grands et détaillés sur une 64 était plus ou moins impossible. Alors vous voyez, ça c'est le gars de dans NYPD Blue. Il s'appelle Slipovich. Tire le levier sur le mur derrière moi, ok, mais où est le mur? Où est le levier? Ah, bah voilà. Regardez les magnifiques graphismes, on dirait un jeu Lego. Ce pont est visiblement fait à base de sandwafers compressés, ou de thermites, l'un ou l'autre ou les deux. Alors le jeu a quelques petits défauts, comme le flingue de base, qui ne tire pas à plus de 5 mètres et demi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque où la N64 est sortie, et Nintendo disait qu'ils avaient les Nintendo All-Star, et DMA Design en faisait partie. Beaucoup de gens se demandaient qui c'était, et finalement il s'était pas vraiment foiré parce que 3 ans plus tard il sortait le jeu un des jeux qui s'est le mieux vendu de la PlayStation 2, GTA 3. Essayez de trouver Body Harvest, c'est historiquement intéressant, par contre ce n'est pas un extraordinairement bon jeu tout simplement parce que le concept n'est pas encore totalement frais. Dieu sait que je ne suis pas assez frais ni assez pointu pour faire réellement un excellent test de GTA 4. Toujours est-il que GTA 4 est un jeu évidemment de Rockstar North, une équipe écossaise. Remarquons que ce grand jeu contre l'Amérique est un espèce de jeu européen évidemment, produit par Leslie Benzies qui est un homme, écrit par Dan Houser et Rupert Humphries. C'est l'histoire de thème et c'est l'histoire d'un scénario. C'est l'histoire d'un homme, Nico Bellic, un Européen, qui va à Liberty City pour échapper à un passé qui le hante. L'homme est un ancien militaire. Il lui est visiblement arrivé quelque chose et la seule chose qu'il sache faire, c'est manier un flingue. Dans ce cas-ci, comment chercher une nouvelle vie et un nouveau bonheur dans un autre pays quand la seule chose qu'on peut faire pour subvenir à ses besoins, c'est faire souffrir les autres. Finalement, c'est surtout le scénario qui vaut le coup dans GTA 4. Le gameplay est, comme d'habitude, questionnable. Chaque élément de GTA 4 est inférieur à un jeu qui soit spécialisé en ça.
Par exemple, les séquences de flingue sont moins bonnes que dans Gears of War, elles sont moins bonnes que dans Drake's Uncharted. La conduite est moins bonne que dans un bon jeu de caisse. Et pourtant, l'intégralité du jeu fonctionne uniquement sur cette magnifique chose, c'est que c'est un gigantesque cake avec Saddam Hussein qui est Taximan et Liberty City. C'est un gigantesque cake avec des morceaux d'autres jeux. C'est un magnifique cake. Même s'il est plus moche sur PlayStation 3 sur 360. Il est en 640p maximum sur PlayStation 3 upscalé pour les grosses téloches. Et il est en 720p full sur 360. Encore une fois, les fans de Sony se prennent un coup camouflé dans la gueule. Et finalement, c'est pas si grave car le jeu est tout aussi beau sur une télévision merde des deux côtés. Donc c'est pour ça que je l'ai pris sur PlayStation 3. Le but et le concept de cette petite vidéo, c'était de vous montrer toute une mission pour vous montrer que le monde est grand, que le monde est beau, que le scénario est assez bien foutu, même si je ne peux pas vous montrer les 27 heures de gameplay nécessaires à l'élaboration d'une réflexion et d'une critique sur ce scénario. Je vais juste vous montrer ceci. Ce type, on doit le tuer. On peut le tuer de plusieurs manières. On peut soit lui téléphoner avec son téléphone pour l'amener vers son téléphone et le tuer, ou on peut tirer sur son truc satellite et le ramener devant sa téloche et lui crever la peau. C'est en fait ça GTA 4. C'est beaucoup d'intelligence camouflée dans un petit discours frondeur et assez gamin, finalement assez immature et stupide sur l'Amérique. C'est de l'anti-américanisme primaire un peu con-con, mais qui fait très plaisir. Et finalement, c'est probablement le premier GTA de la série qui sont un bon jeu. Même si GTA Vice City avait un supplément d'âme indéniable, c'est probablement parce que je suis, comme beaucoup de gens, nostalgique des années 80 que je n'ai pas bien connu. Vous n'avez pas besoin de ma recommandation pour vous rendre compte que GTA 4 est le jeu où on a la plus grande sensation de fausse liberté au monde, et que c'est un chef-d'œuvre. Hey, pay fucking attention. Get a semblance of understanding of history. What am I saying? You don't remember yesterday. ST, what I represent. NY, hold it down for my peeps in the veil and do a die on the record, let it be known. Chrome's conceal and any one of these can blow your grill, show your skill. You want more? Hold your feel. You want more? Unknown text, you all can feel. Mario Kart, oui, c'est bien entendu un jeu d'Hideki Kono, le mec qui s'est occupé de toute la série, Shigeru Miyamoto, le mec qui fait tous les jeux de Nintendo, parce que bon, quand on a un génie, autant le prostituer sur des centaines de projets, et Satoru Iwata, parce que c'est lui le patron de la boîte, et qu'après tout, vu que c'est lui qui signe le chèque, ce serait quand même cool de pouvoir mettre son nom sur la boîte. C'est probablement le... C'est très dur à dire, mais c'est probablement le meilleur Mario Kart depuis Mario Kart 64. Alors il faut pas oublier que Double Dash était une merde putride, hein. Il faut pas non plus oublier que le meilleur Mario Kart de tous les temps reste encore Mario Kart DS sur, tenez-vous bien, DS. Mais il faut bien avouer que Mario Kart, oui, a au moins la sympathie de m'avoir comme personnage principal. Et je dois avouer que c'était une attention très touchante, merci Nintendo. Donc voilà, c'est un jeu, c'est Mario Kart, mais on peut utiliser des motos, le système de conduite est pas vraiment génial, conduire à la Wiimote avec la Wii Wheel ne sert à rien, c'est imprécis comme tout. Allez, je vais le dire, il y a moyen de feindre à la presse, mais à partir du moment où on en arrive en 150 cm3, vous pouvez tout simplement prendre votre Wii Wheel, l'exploser à coups de talon par terre et le jeter à la poubelle. Mieux, recyclez-le, comme ça c'est plus joli, j'en dis, pour la planète. Alors, qu'est-ce qu'on a de sympathique? On a le Blue Falcon du Captain Falcon, mais ce n'est quand même pas comme si on avait déjà un nouveau F-Zero, hein. Je me permettrai d'ailleurs de réitérer ce que j'ai dit dans le Push Start 6. Si quelqu'un sait qui il faut aller sauter à Nintendo Japon pour que je puisse avoir mon nouveau F-Zero, vous me le dites, je payerai le ticket d'avion. Vous payez les préservatifs par contre. Toujours est-il que ce n'est pas un jeu extraordinaire, c'est un peu toujours la même connerie, c'est un peu toujours pareil. On a par contre beaucoup de tracés, beaucoup de personnages, beaucoup de cartes, ça faut dire, il y a du choix. Mais si c'est comme choisir entre une tarte mal cuite à la banane et une tarte mal cuite au chocolat, eh ben choisissez de ne pas manger de tarte, tout simplement. Par contre, faut lui donner ça, le mode multi est toujours aussi bon. Voilà, c'est du Mario Kart. Par contre, le mode Battle a été amputé de tout son intérêt, vu qu'on peut jouer avec des équipes asymétriques. C'est-à-dire que si vous êtes en 1 contre 3, eh ben, il y a moyen de jouer en 1 contre 3 et préparez-vous à vous faire violer sauvagement tout du long.
tout du long du parcours, hein, pas tout du long de aller savoir quoi, mais toujours est-il que ce n'est pas... il n'est même pas vraiment si beau ce Mario Kart. Il est pas moche par contre, attention, il est pas moche. Mais ce que cette vidéo ne vous montre pas, parce que j'ai fait de graves efforts pour que ce ne soit pas le cas, c'est que en fait le jeu rame assez bien sur quelques-uns des tracés. Bon, évidemment, si vous êtes fan de Mario Kart, vous allez acheter ce jeu, comme moi. Mais vous allez peut-être un jour espérer que ils se décideront à faire un Mario Kart qui soit à la hauteur de Mario Kart 64 ou de Mario Kart DS. Et pas juste essayer de lancer des nouvelles idées dans la formule, c'est ce que quelque chose fonctionne. Alors, et il est assez significatif de se dire que le mois où il est sorti en Amérique, Mario Kart 8, c'est mieux vendu que la version PlayStation 3 que GTA 4. Alors, j'aimerais savoir qui met du LSD dans les réserves d'eau d'Amérique. J'ai une question pour vous. C'est pas une question piège. Vous aimez les films de cow-boy? Ah, si vous aimez les films de cow-boy, ça m'arrangerait bien, parce que j'ai justement prévu un truc sur les jeux de cow-boy, donc 1 + 1 ferait 2. Ça c'est Gun, un jeu sorti en 2005 sur GameCube, Xbox 360, PlayStation 2, PC. C'est un jeu de Neversoft, les gens qui ont fait beaucoup de Tony Hawk, et absolument rien d'autre. Il n'y a pas une question qui se pose par rapport au fait qu'ils font les Tony Hawk, c'est qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit d'autre. Ça c'est un jeu qui est censé être sandbox, donc à la GTA. Et on y joue un type qui est à moitié squaw, qui est à moitié indien, à moitié cowboy. Et il doit tuer des gens pour récupérer un vieux trésor. Le scénario est à chier, on s'en fout un peu. Toujours est-il que j'étais allé à la présentation de presse de ce jeu et on nous avait dit ouais mais en fait c'est un bon jeu. En fait c'est pas vraiment un bon jeu, c'est juste il est pas mauvais, il est moyen. Je ne sais pas si vous avez vu Blazing Saddles de Mel Brooks, c'est un film où à un moment, les villageois, pour sauver leur village, construisent une parfaite réplique en carton-pâte de leur village. En fait, ce jeu, c'est un peu comme la réplique d'un bon jeu de western, mais en carton-pâte. Attention, dialogue culte. Toute la montagne est pleine de mines, c'est un piège mortel, il faut sortir. Ramène les hommes, j'ai pas encore terminé. Franchement, il devrait me payer pour les doubler ces jeux, quoi. Non, il ne devrait pas me payer pour les doubler, je le ferai gratos. Alors, vu que le gars est moitié indien, on peut scalper les gens. Ça rapporte que dalle, mais c'est toujours plaisant à faire. Toujours. Voilà. Mais attention, si vous aimez les jeux, il y a aussi un bon jeu de cowboy. Red Dead Revolver de Rockstar San Diego. Un jeu édité par Rockstar, parce que Rockstar édite aussi des jeux. Déjà la musique est vachement groovy, vachement funky. Et si Gun pensait être un grand hommage au film classique du style western, ici au contraire c'est un jeu où c'est le western spaghetti qui est mis à l'honneur. C'est-à-dire avec son côté purement bis, toute l'énergie des Django et toute la puissance cinématographique de ce que l'Europe fait de mieux. C'est-à-dire dépasser les Américains à leur propre jeu. C'est donc Red Dead Revolver, un jeu qui est sorti sur Xbox et PlayStation 2, un jeu qui a commencé d'ailleurs avec du pognon Capcom et qui a été ensuite sauvé par l'argent de Rockstar. On peut que remercier Rockstar d'avoir ainsi sauvé le meilleur clone de Max Payne de tous les temps. En effet, on peut y jouer comme dans l'autre en bullet time. Ici dans Gun, on peut jouer en bullet time et on peut tirer à l'infini avec son flingue en tirant 600 000 balles en 10 secondes. Ici, on peut tirer maximum 12, 2 barilles de 6. Ce qui fait que déjà, au moins, on peut y croire un petit peu. C'est probablement le meilleur jeu des deux. C'est pas un grand chef-d'œuvre, mais c'est un bon jeu de série B basé sur des films de série B. Et avec tout l'amour qu'il porte au genre, il clame haut et fort qu'il y a moyen de faire des jeux avec des cow-boys qui soient fun, qu'on prenne plaisir à faire pan-pan, à tuer des Indiens, à sauver le bien, à protéger la veuve et l'orphelin en se tapant la veuve et en écartant l'orphelin, en étant bourré, totalement bourré et en fumant des gigantesques cigarettes de cowboy. Et maintenant, retour au film.
Uniracers ou Unirally est un jeu de 1994 de DMA Design et édité par Nintendo. Comme vous l'aurez compris, le concept de cet épisode-ci c'était les jeux Rockstar pour fêter la sortie de GTA 4. Et il faut remarquer qu'avant d'être pourvoyeur de jeux sérieux au scénario qui poutre, ils savaient aussi simplement faire un jeu sur une bonne petite idée de gameplay. Ici on joue des unicycles sentients dans un futur dystopique au fond particulièrement gerbant et années 90. Toujours est-il que, voilà, on fait des tricks pour aller plus vite que l'autre et on doit gagner des courses. Le jeu a été soutenu par Nintendo parce que ça leur permettait de prouver que la Super NES face à la Mega Drive n'était pas capable que de jeux qui rament. Faut quand même avouer que ça va assez vite, ça en est assez sidérant. Bon d'accord, les décors sont pas extraordinairement compliqués. Néanmoins, le jeu va super vite. Et là c'est encore un des modes normaux. Je crois que c'est le mode argent sur 3. Donc c'est le mode moyen. Le jeu est signé Dave Jones, créateur de mécanismes de gameplay de la série GTA. Si j'ai bon souvenir, l'idée de voler des caisses, c'était lui. Et c'est aussi le créateur de Crackdown, ce fameux jeu à la GTA sur 360. Donc on peut se dire que quand finalement les deux autres créateurs qui sont Dan Houser et Rupert Humphries tirent le maximum de la couverture à eux, lui il continue pépèrement dans son coin de faire des jeux, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Je peux pas reparler des heures de ce titre car finalement on sait jamais qu'un jeu avec des unicycles qui se bagarrent pour aller plus vite les uns que les autres en évitant divers types d'obstacles qui sont sur un tracé qui est linéaire au possible. Par contre c'est un jeu qui demande beaucoup de timing et en fait c'est un excellent jeu, très atypique. On peut imaginer qu'il n'y a pas vraiment eu de suite directe à ce titre depuis en 14 ans, c'est dire si ça a été un non-succès. Pour ne pas dire un ratage. Néanmoins, il a le mérite d'exister et il vaut vraiment le coup d'être acheté, si possible en version boîte avec le manuel parce que le mode d'emploi est vraiment incroyablement comique dans le pur esprit Rockstar avant l'heure. Il me reste quelques secondes pour vous remercier vous de nous avoir en quelque sorte, d'avoir continué de regarder cette émission qui est toujours aussi mal foutue même si ça s'améliore petit à petit. Je tiens aussi à remercier mon équipe. Neil Cambier, Alex Farapa, moi-même, Alexandre Gershon, notre webmaster, que je ne sais pas pourquoi mais j'ai oublié de le citer, très souvent, tandis que c'est quand même lui qui s'occupe à chaque fois que je fais péter le site de le remettre en marche, un vrai petit génie. À la Aladdin évidemment, il est sur une lampe, on frotte dessus, il sort, il règle le problème, il demande jamais de fric, c'est génial. Donc merci d'avoir continué à regarder Push Start. Push Start c'est 2 saisons, c'est quand même 9 épisodes et c'est 20 000 spectateurs. Donc je vous remercie du fond du cœur. A bientôt pour d'autres aventures vidéoludiques au goût unique. www.pushstart.be Regarder cette horreur qui doit être particulièrement associée. Ça franchement, tu mets la musique d'Armageddon, il y a moyen de le faire.